Comment ça se passe sur le terrain ? Ils se débrouillent comment, les photographes, les journalistes, quand ils ont 50 pages de dossier à peaufiner sur un sujet ? Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole chaque mois à celles et ceux qui font ce magazine. On vous emmène de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa Santa Croce, Santa Croce, aujourd'hui je peux le dire, parce qu'on part à Venise, qui fait la une du magazine au mois d'août. Venise après les marées hautes infernales de l'automne 2019, et Venise qui se relève encore de la crise sanitaire. Avec nous, un fidèle de Géo et un amoureux de la cité des Doges, notre journaliste Sébastien de Surmont, qui nous accueille sur la terrasse de son bureau dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Sébastien, tu es journaliste. Tu écris souvent dans Géo. D'ailleurs, je me demande bien où est-ce qu'on t'a pas encore catapulté pour le magazine. Mais Venise, pour toi, c'est particulier. Et tu as même écrit sur ton compte Instagram, ce dossier sur Venise, c'est plus qu'un simple reportage, c'est un bout de ma vie. Pourquoi ? D'où vient tout cet amour pour cette ville ? Oh là là, ça commence il y a longtemps. Ça fait presque 20 ans que je fréquente Venise. J'y suis allé, j'ai pas vraiment compté, mais à peu près 25-30 fois. Il y a plein de rituels qui se sont installés et surtout, c'est une ville où je me sens heureux, où je me sens bien. C'est une ville qui m'intéresse, c'est une ville qui me préoccupe très souvent. C'est une ville où j'ai évidemment plein de souvenirs. Bref, c'est un endroit vraiment qui est en effet un bout de ma vie, pour plein de raisons. Mais la première raison, c'est que c'est un endroit absolument incroyablement magique, beau, différent, singulier, étonnant. Enfin bref, il y a énormément de qualificatifs pour Venise, mais c'est pas un hasard, c'est une ville vraiment à part. Et je précise que ton premier article pour Géo, c'était en 2010 et c'était sur Venise. Oui, c'est un peu grâce à Venise que j'ai commencé à travailler pour Géo. En fait, j'étais très amoureux de cette ville et je m'étais arrangé pour y retourner. Et donc, j'avais réussi à vendre un concept de guide à une maison d'édition sur Venise, ce qui me finançait pendant 1 an à peu près mes voyages. Ça ne m'a pas du tout rapporté d'argent, mais ça m'a permis d'y aller. Et puis surtout de vraiment mieux connaître la ville. Et à partir de ce guide qui est sorti en 2010, j'ai contacté Géo et puis du coup on m'a demandé de faire un travail sur Venise et c'est comme ça que j'ai commencé chez Géo. Et est-ce que là-bas à Venise, tu as des quartiers préférés ? Tu parlais de rituels tout à l'heure, des amis, des contacts à qui tu rends visite religieusement ? Religieusement, c'est bien le mot. Quand je vais à Venise, c'est désespérant, mais je fais à peu près tout le temps la même chose, au moins pendant les 3-4 premiers jours. D'abord, je loge toujours à peu près dans le même coin, du côté de Dorsoduro, qui est un quartier que j'aime beaucoup, ou complètement de l'autre côté, enfin en face de Dorsoduro, sur l'île de la Giudecca, donc qui fait face à Venise. Le soir, c'est merveilleux, il y a une vue sur la ville qui est géniale. À partir de ces quartiers où je loge, eh bien, j'ai 2 rituels. Le premier, c'est de me balader sur les atterres. On dit fare un zattere. Ça, c'est vraiment une phrase des Vénitiens, c'est faire la balade des atterres. Le zattere, c'est un quai qui en fait longe tout le bord de Dorsoduro, le long du canal de la Giudecca. Pour ceux qui connaissent, ils se diront ah oui, c'est génial. On commence complètement au bout là, et puis on va jusqu'à la douane de mer, par tous les temps, à toutes les heures du jour, de la nuit. C'est un truc incroyable. Moi, ça me remplit, ça me lave aussi. Enfin, c'est génial. Et puis mon autre rituel, il est exactement en face. Finalement, c'est la balade dans l'autre sens. C'est sur le quai de la Giudecca. Et là, j'ai un drôle de rituel. J'ai arrêté de fumer il y a très longtemps. Et bizarrement, à Venise, c'est le seul endroit où je reprends la cigarette. C'est complètement ridicule, ne faites pas comme ça. Mais moi, je vais tout le temps dans le même café où il y a un distributeur de clopes. Il y a un paquet de 10, là, je mets ma pièce. Je prends mes cigarettes et j'allume une cigarette avec la vue tout en buvant un spritz.
Et voilà, c'est comme ça, c'est dramatique de fumer comme ça, mais ça m'arrive une fois de temps en temps à Venise. C'est un des rituels que j'ai. Après, je sais pas si tu en veux d'autres. J'ai un autre rituel qui est vraiment très important pour moi parce que je sais pas, j'ai l'impression de communier avec une partie de ce que j'aime profondément. Bon, c'est l'art, quoi. Et il y a une église qui s'appelle San Zaccaria, Saint Zacharie, dans laquelle, d'abord, elle est gratuite. On ne doit pas payer pour rentrer, donc elle est près de San Marco. Et cette église, il y a un tableau de Giovanni Bellini qui est absolument magnifique. C'est une vierge avec un ange musicien. D'ailleurs, je pense que le titre de mémoire, c'est la Vierge à l'ange musicien. Il est complètement planqué sur le côté. Et donc, on rentre dans cette église et là, on met une pièce de 20 centimes dans la fente qui va allumer les éclairages de San Zaccaria. Et le tableau immense apparaît soudain dans l'obscurité, comme ça, tout éclairé. Moi, je peux passer des heures à remettre des pièces. J'adore ce tableau. Je sais pas pourquoi. Je l'ai là sur mon bureau. Je peux te montrer parce que c'est important. Mais oui, on veut le voir à la radio. C'est important. Bah oui. Et alors, le voilà qui rentre dans son bureau, qui attrape c'est pas une carte postale, qu'est-ce que c'est ? C'est le tableau. Alors voilà, ce qui est génial dans ce tableau, c'est que c'est tout Venise. C'est-à-dire que c'est toute l'invention, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette ville, c'est toute l'invention de l'architecture parfaite, toute la puissance et l'intelligence des couleurs, les drapés. Venise, c'est ça aussi, c'est quand même la seule ville au monde qui est absolument intacte, qui date en gros du Moyen-Âge, et rien n'a bougé. Tous les plus grands artistes de la Renaissance italienne sont passés par Venise, ont commis leur petite œuvre, ou ont fait quelque chose à Venise, et parfois des choses incroyables. Il y a par exemple Tintoret à San Rocco, c'est un choc artistique qu'on a toujours. Donc voilà. Et donc ce tableau de San Zaccaria, de Giovanni Bellini, est-ce que c'est Giovanni ? Oui, c'est Giovanni, parce qu'il y a le père, le fils, enfin bref, c'est Giovanni. C'est vraiment moi, c'est toujours mon rituel, j'y vais au moins une fois quand je vais à Venise. Et est-ce que tu parles italien ? Parli italiano ? O veneziano, forse ? Ou vénitien peut-être ? Un po'. Non, je parle très mal. Vraiment, En fait, Venise a un double avantage. C'est que c'est une ville éminemment touristique. Et donc, en gros, si on parle anglais et français, on s'en sort. Alors, on s'en sort pour pouvoir faire ce qu'on veut et avoir des conversations. Après, c'est vrai que les Vénitiens sont plus retors. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas italien, les Vénitiens. Ils parlent vénitien, un dialecte. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le soir, sur les places, par exemple, à San Giacomo dell'Orio, qui est une place magnifique. On s'assoit sur un banc et puis on écoute le zézément, j'allais dire, du vénitien, du dialecte vénitien. C'est vraiment un dialecte très particulier qui casse les mots. Par exemple, ils disent pas casa, ils disent cara ou ca Rezzonico, c'est voilà la maison Rezzonico. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais je parle pas le vénitien, je parle pas bien italien, je baragouine quoi, mais et puis Venise, c'est quand même une ville extrêmement francophone. Il y a énormément de gens qui parlent français. Les Vénitiens, avant, se faisaient un devoir de parler français. Depuis Napoléon, c'était la langue importante, en fait, et même avant. Donc voilà, c'est pas un handicap. Pendant le confinement, on a découvert une Venise vidée de ses touristes, la place Saint-Marc déserte, des eaux exceptionnellement translucides. Est-ce que, par certains aspects, cette pause a fait du bien à cette ville qui souffre de surtourisme ? Alors, le confinement, c'est toute l'expression de l'ambiguïté et de l'ambivalence vénitienne. C'est-à-dire que c'est un miracle pour Venise, cette histoire de tourisme qui s'arrête tout à coup. C'est un miracle écologique avant tout, c'est un miracle de qualité de vie, c'est un miracle, j'allais dire, de repos. Et en même temps, c'est un cataclysme, une catastrophe pour des millions et des millions enfin des milliers de personnes. Faut savoir que 65%, si ma mémoire est bonne, 65% des Vénitiens ou des gens de la région de Venise vivent du tourisme. Chaque année, il y a 30 millions de touristes qui débarquent à Venise. Donc c'est un chiffre hallucinant si on le compare à la population aujourd'hui de Venise qui est de 55 000 habitants.
y a un choc terrible, quoi. C'est vraiment la capitale du surtourisme. Et donc, pour les Vénitiens, ce moment de répit qu'ils ont eu pendant le confinement a été vraiment ressenti comme un bonheur. Tous les gens que je connais et que j'ai appelé pendant ce moment-là me disaient tu n'imagines pas, quoi, c'est fou. Il y a un type qui m'a dit, un copain qui habite à Venise, qui m'a dit j'ai l'impression de voir Venise au moment où on lève le voile le jour d'une inauguration. Alors le mec, il habite depuis 20 ans là-bas et il avait jamais vu Venise, sa ville, comme ça, quoi. Donc oui, c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, c'est aussi un truc très compliqué. Parce que y a plus grand monde. Je conseille à tout le monde d'aller à Venise maintenant. Vraiment, si vous voulez voir Venise telle que vous ne la verrez plus jamais, c'est maintenant, avant que les Chinois, les Japonais, les Américains reviennent. Tous les Vénitiens le disent. Et en plus, je pense qu'il faut aider Venise parce que il y a des familles entières qui sont en train de faire faillite parce que souvent les petites affaires, c'est des familles. Et puis les petits restaurants, les choses comme ça. Et quand ils auront fait faillite, ils seront plus là. Ils auront une fois de plus quitté Venise, qui se vide chaque année de ses habitants. On va remonter un peu le temps si tu veux bien. Nous voilà juste après les épisodes terribles d'Aqua Alta de novembre dernier, novembre 2019, à un moment où on ne parle pas encore de coronavirus, mais où on a les pieds dans l'eau. Et là, on est fin d'automne, début d'hiver, et tu es sur place pour Géo, avec tes bottes et ton stylo. Cette marée haute historique, presque 2 mètres, le plus haut niveau depuis un demi-siècle. J'ai 2 questions. Est-ce que ça a compliqué ton travail sur place ? Et qu'est-ce que ça dit de l'état de Venise aujourd'hui ? Alors, est-ce que ça a compliqué mon travail sur place ? Oui, complètement. Donc moi, j'ai débarqué la fameuse Aqua Alta du 12 novembre 2019. J'ai débarqué quelques jours plus tard avec en effet mes bottes et surtout, ça c'est important, faut le savoir quand on va à Venise en hiver, des très grosses paires de chaussettes parce que c'est pas tant l'humidité que le fait de patauger dans une eau glacée pendant toute une journée qui est douloureux. Voilà, et puis vraiment, c'était même compliqué de circuler en fait dans Venise. Il y avait certaines lignes de Vaporetto qui étaient fermées, enfin bref. Donc oui, ça a compliqué mon travail. En même temps, cet événement qui est vraiment c'est la seconde plus grande inondation dans l'histoire de Venise. Il y en a eu une en 1969 qui a ravagé la ville. Mais cet événement-là, en 2019, pour moi en tant que journaliste, c'était un moment incroyable parce que ça disait tout ce que j'ai écrit sur Venise depuis des années, sur l'urgence de changer de modèle et surtout ça illustrait parfaitement le sujet qu'on avait prévu de faire dans ce numéro de Géo sur le combat des rameurs, les héros de la lagune, ceux qui veulent vraiment essayer de sauver encore ce qui est sauvable, j'allais dire, dans la lagune. La deuxième partie de ta question, c'était... Et tu as commencé à y répondre sur ce que ça dit de l'état de Venise aujourd'hui. Ah oui. Alors, ces Aqua Alta, ça dit sur Venise quelque chose qui est presque irréversible. Et en même temps qui ne l'est pas totalement, parce que si on dit que c'est irréversible, autant tout jeter, tout laisser couler, puis continuer à rincer, à utiliser la manne de Venise. Mais ces Aqua Alta, ça dit quelque chose qui est irréversible dans le sens où, dans les années 60-70, on a fait des aménagements à Venise qui sont une catastrophe. Donc il y a eu le port industriel de Marghera dans la lagune sud il faut s'imaginer, donc il y a Venise et puis derrière on a installé un port chimiquier avec des grues, des tourelles, Enfin, c'est inconcevable aujourd'hui, je pense. Mais bon, c'était une autre époque. Et puis l'Italie sortait de la guerre. Enfin bref, il fallait gagner de l'argent. La Vénétie, ça a correspondu à une époque où la Vénétie s'est beaucoup enrichie dans l'industrie, mais aussi plus loin, enfin, du côté de Trévise, par exemple, il y a Benetton. Voilà, des grosses entreprises. Il y a toute une industrie des lunettes. Enfin bref, il y a plein de choses autour de Venise qui sont des industries. Et ça a eu un impact énorme sur la lagune. La lagune a été ratiboisée, c'est-à-dire qu'avant la lagune, c'était des canaux avec des roseaux, ce qu'on appelle les barènes. En gros, c'est des bancs de sable avec des roseaux. Tout ça, ça a disparu parce que y avait les pétroliers qui arrivaient dans le port de Marghera. Voilà, ça c'est une première chose que ça dit, c'est qu'on a fait des erreurs
importante à Venise et que du coup Venise a été fragilisée et la lagune est devenue pas un marais mais un bras de mer presque, et ça a continué. La deuxième chose que ça dit, c'est la faillite du politique. Ça, c'est vraiment une des leçons de mon sujet sur les rameurs. C'est que tous ces gens qui, finalement, sont nés à Venise, vivent à Venise depuis 10 générations, en fait, c'est leur racine. Tous ces gens n'ont pas été écoutés parce qu'ils avaient un mode de vie qui remonte, en gros, qui n'a pas énormément changé depuis le 5e siècle, début de Venise. Une façon de naviguer dans la lagune qui n'a pas changé depuis le 5e siècle. On va en reparler peut-être sur l'art de ramer, et en fait, eux disaient il faut quand même pas oublier ce qu'on est, ce qu'on fait et la façon dont on vit, parce que c'est comme ça qu'on garde la lagune. Et en fait, la politique en Italie, mais c'est pareil dans d'autres endroits, mais la politique n'a pas du tout pris en compte ça. Et surtout, personne n'a été écouté. Et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Les gens que j'ai rencontrés dans les générations des années de 70 ans à peu près, ils sont furieux. Et c'est pas un hasard si en Vénétie, le vote extrême droite a pris corps, parce que c'est aussi une réponse à l'absence d'écoute. Ces rameurs, parlons-en. Tu leur consacres, comme tu l'as dit, un sujet dans le dossier du mois d'août. Est-ce que toi-même, tu as essayé de manier la rame et de mener ta barque dans les eaux vénitiennes ? Oui, oui, moi-même j'ai essayé. C'était une catastrophe intersidérale. J'étais nul, mais je pense que c'est normal parce que je suis pas né là. En fait, alors oui, j'ai essayé, j'y suis pas du tout arrivé. Voilà la réponse. Mais pour comprendre pourquoi je suis nul en rame vénitienne, il faut d'abord expliquer à quoi ça ressemble une barque vénitienne. En gros, le modèle, pour que les gens visualisent, c'est la gondole. Cette fameuse gondole noire là, au kitsch quasi funéraire. On a l'impression que c'est un tombeau qui avance. Bon, ça c'est un modèle fait pour les touristes, voilà. Mais encore dans les années 50, il y avait des dizaines et des dizaines de gondoles comme ça, plus ou moins larges, plus ou moins grandes, avec des noms à chaque fois pour chaque taille. Et cette gondole-là, le gondolier, enfin le rameur se met presque un peu en surélevé par rapport à la coque. D'abord, c'est une coque très plate, enfin très fine, qui glisse sur l'eau, et il a une rame. Et cette rame repose sur ce qu'on appelle la forcola, des forcolets, et c'est un mot vénitien qui désigne la dame de nage. Une dame de nage, c'est une sorte de bout de bois sur laquelle on pose la rame, et puis en fonction de l'endroit où on met la rame, où on l'articule, on tourne à droite, à gauche, à bâbord, à tribord, devant, on avance, on recule. Bon bref, donc déjà il y a un côté technique très très difficile, sachant que tout ça se fait debout. Et ça, c'est vraiment la grande particularité de la voga alla veneta, la rame à la vénitienne, c'est qu'on navigue debout. Pourquoi debout ? On revient à la lagune. La lagune, c'était un labyrinthe de roseaux, de bancs de sable, souvent brumeux. Et donc, il fallait voir loin devant. Et donc, les Vénitiens ont inventé l'art de ramer avec vue, debout. Contrairement à l'aviron à l'anglaise, qui se fait dos au bateau, en fait, on ne voit pas vers où on avance. Là, il y avait la nécessité d'abord d'être de face, donc on avance et on est dans le sens du bateau, et debout, avec une vue un peu panoramique sur la lagune, qui est un endroit extrêmement plat, hein. Il n'y a pas de montagne à Venise, donc voilà. Donc la géographie du lieu dicte l'art de vivre, et ça, moi, ça me fascine, surtout quand on travaille pour Géo. Moi, c'est ça que j'aime dans mon boulot pour Géo, c'est que la géographie, moi c'est un sujet que j'adore, raconte en fait la façon dont vivent les gens, et tout est lié en fait. Et à Venise, on ressent ça, mais énormément à chaque coin de rue, mais en plus, vraiment plus particulièrement dans l'art de ramer. Tu as écrit dans le magazine aussi un article tout à fait savoureux sur la gastronomie vénitienne. Tu dresses même une liste de tes meilleures adresses là-bas, parce que non, Venise ne se résume pas aux pizzas surgelées et aux pâtes réchauffées servies aux touristes. Mais toi, quand tu t'y rends, qu'est-ce que tu aimes manger et boire par-dessus tout ? Ça, c'est une question piège. Qu'est-ce que j'aime manger et boire par-dessus tout ?
j'allais dire les spaghettis angolais, mais en fait, donc les spaghettis aux palourdes, mais en fait, c'est pas une bonne réponse parce que c'est pas tout à fait un plat vénitien. Faut savoir que en matière de gastronomie, pour le coup, vraiment, Venise n'est pas en Italie. Venise habite dans la lagune. Alors, il y a des vongole, des petits coquillages, mais les spaghettis, c'est un truc qui est arrivé extrêmement tard à Venise. Et encore, ils ont inventé leur propre spaghetti. C'est arrivé au moment de l'unification de l'Italie quasiment. Enfin, il y en avait avant, mais bon, c'était pas le plat phare. Non, s'il y a un truc à goûter à Venise, c'est les sarde in saore. Je donne la recette dans Géo, donc achetez Géo, vous cuisinerez mieux. Donc, ce sont des petites sardines avec des... Alors attends, on va l'ouvrir parce qu'on va la chercher cette recette parce que je la connais pas par cœur. En plus, pour le coup, la recette est pas simple. Donc, si vous n'êtes pas un adepte de la chose culinaire, vaut mieux faire le déplacement en fait et aller la manger sur place. Tout simplement. Voilà, c'est des sardines avec oui, des oignons, il y a des raisins, il y a un peu de vinaigre. Enfin bref, c'est quelque chose qui raconte vraiment l'histoire de Venise pour le coup. Parce qu'il y a aussi des épices, il y a... je cherche ce qu'il peut y avoir dedans, mais... Il doit y avoir de la cardamome parfois, enfin non, des pignons de pain, enfin bref, il y a plein d'ingrédients et c'est des sardines un peu à l'orientale. Et Venise, c'est quand même une capitale orientale. Bon, on va pas refaire toute l'histoire de Venise, mais c'est quand même la ville qui a dominé le bassin méditerranéen pendant quelques siècles, au moins jusqu'au XVIe. En gros, le basculement, c'est la découverte de l'Amérique qui a tout foutu en l'air. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et la cuisine vénitienne, aujourd'hui encore, dans les vrais baccaros, les bistrots vénitiens, c'est encore cette cuisine-là. Donc la lagune avec les poissons et les influences orientales. Il y a des choses qui viennent du Moyen-Orient, il y a des choses qui viennent d'Afrique, il y a des choses qui viennent des Balkans. Enfin bref, il y a tout un mélange dans cette cuisine qui, moi, m'a passionné et me passionne depuis longtemps. Donc ouais, ce que j'aime manger, ce serait les sarde in saore, qui veut dire les sardines aigres douces en vénitien. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire... in saore, c'est avec goût. Donc les sardines avec goût. Sarde in saore, mais alors le goût, c'est aigre doux. Voilà. Et buon appetito. Voilà. Et, si je puis me permettre, on est dans ton bureau, enfin plus précisément sur la terrasse, mais quand même, on voit ton bureau et je vois là une bibliothèque. Et oui. Tu as une petite bibliothèque consacrée à Venise. Il y a notamment Philippe Solers là posé sur ton bureau. Ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça que tu relis régulièrement ? Est-ce que tu ne lirais pas un passage de quelque chose ? Si tu veux. En plus, j'en ai. Comme je savais que tu venais, j'ai pas été surpris. Je m'étais dit, je vais te lire 2-3 trucs, notamment en rapport avec le sujet que j'ai traité, parce que. Je vais chercher le livre. Vas-y, va chercher le bouquin. Il est là, pieds nus sur sa terrasse. Hop. Il retourne dans son bureau. Ah oui, c'est pas une petite bibliothèque. Non, c'est pas une petite bibliothèque. Il y en a 1, 2, 3, 4. 1/10 de ce que j'ai sur Venise. Enfin, même pas. Alors, je sais pas. Bon, alors il y a un livre qui est vraiment pour moi fondateur. C'est un livre de Paul Morand qui s'appelle Venise avec un S. C'est un titre absolument génial et chanceux parce que pouvoir mettre un S à une ville, c'est pas toujours. À Paris, on pourrait pas le faire. Et à Bruges non plus, mais ça raconte vraiment la multiplicité de Venise. Ça, j'adore ce livre et vraiment je vous le conseille. Mais c'est pas ça que je voulais peut-être vous lire enfin je sais pas. Oh oui. C'est un texte de Fernand Braudel dans ce fameux La Méditerranée. Fernand Braudel, c'est un fou de Venise et il raconte très très bien ce qu'est finalement le problème de Venise, le problème de l'eau. Et surtout, c'est un livre qui est sorti, je sais pas, il y a un certain temps. Mais surtout, il montre qu'en fait, Venise a toujours vécu dans l'eau, les pieds dans l'eau. Et que le problème des aqua alta, c'est pas tant le problème d'être inondé de temps en temps quand il y a la marée haute. Ça nettoie même la ville, c'est ce que j'explique dans l'article. Mais c'est de pouvoir vivre avec ça. Et aujourd'hui, Venise n'arrive plus à vivre avec ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire ? On voit le papier jauni, annoté. Ouais. Allez. L'eau, toujours l'eau. C'est la matière, le matériau de la ville. Et avant tout l'eau de la lagune qui est la matrice de Venise.
Mais qui le sait ? Les canaux, même les plus glorieux, et dont l'image chante dans nos souvenirs, sont des conséquences et non la cause première. La cause première est cette plaine liquide qui entoure et cerne la ville, cette plaine à la fois mal ouverte et mal fermée du côté de l'Adriatique. Sans elle, rien n'aurait été possible. Venise a commencé là, elle s'explique par là, elle part de là, de ces espaces presque sans horizon sur lesquels la barque va son chemin comme en dormant. Cette prédominance, cette royauté de la lagune, seuls les Vénitiens la connaissent et l'ont chantée, l'ont décrite même dans des livres savants. L'étranger, fasciné, accaparé par la ville, dédaigne trop aisément la mer intérieure qui aboutit à elle comme une plante vivace à sa fleur. Il refuse de se perdre dans l'ensorcellement de ces plaines d'eau si unies, si irréelles, que la lumière du jour rend tour à tour blanche, bleue, rose, grise, plus rarement violette, plus rarement encore verte, comme les canaux de la ville et comme les a peintes Albert Marquette. À l'horizon lointain, le bord des îles où des flèches de sable tracent à peine un filet d'ocre au ras de l'eau. Le hasard fait plutôt bien les choses. Ouais, mais tu vois, c'est un passage que j'avais un peu souligné dans ce livre, et en plus c'est super bien écrit quand même. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Ce que je veux dire en lisant ça, d'une certaine manière, c'est que ça raconte vraiment l'autre partie de Venise où pas grand monde ne va. C'est superbe, hein, les ruelles, le labyrinthe, où il n'y a aucun plan qui arrive à reproduire un tel labyrinthe. Mais quand on va à Venise, il faut sortir de Venise et il faut aller dans les îles de la lagune. Et ce sujet que j'ai fait sur les rameurs m'a vraiment permis d'aller me balader dans la lagune, et notamment dans toute la partie autour de Burano. Je suis allé dans des îles dont j'ignorais absolument l'existence. Santa Cristina, par exemple, qui est une île privée qui appartient à la famille Swarovski, les empereurs du Strass, qui est une île magnifique. Et ils ont bien fait les choses parce qu'ils ont préservé l'écosystème des îles tel qu'il était il y a quelques siècles. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des vallées de pêche, par exemple, où on fait venir les poissons. Grâce à la marée, on les emprisonne, alors dans des grands bassins. Enfin, c'est même pas des bassins, c'est des lacs intérieurs dans la lagune. Et ils grandissent comme ça, on les nourrit mieux. C'est une forme de pisciculture assez écologique qui est en train d'être réhabilitée. Et ça, c'est une des découvertes que j'ai faites pendant ce sujet. Voilà. Et la lagune, c'est vraiment une grosse partie de la vraie vie vénitienne. Et tu t'es débrouillé sur place pour avoir un bateau ? Oui, j'ai eu du bol. Mais ça fait partie des reportages qui se passent bien, le bol, la chance. En fait, je suis allé pour ce dossier sur Venise, je suis allé 2 fois à Venise. Et la première, lors de mon premier voyage, qui était avant les Acqua Alta, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Alison Surflux. J'espère que je prononce bien son nom. En fait, je l'appelle toujours Alison, du coup, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Attends, je ne voudrais pas égorger son nom. C'est quelqu'un qui s'appelle Alison Surflux. Alors, elle est américano-suisse. En réalité, elle est vraiment vénitienne parce que elle est passionnée de Venise depuis très longtemps. Elle fait partie de ces gens qui, comme moi, ne peuvent pas se passer d'aller à Venise. Même pire, parce qu'elle y est tout le temps. Et cette dame a un carnet d'adresses extraordinaire, connaît par cœur la lagune, est une militante pour la défense de la lagune. Et on s'est bien entendu et on s'est compris. Donc là, quand je suis revenu, elle m'a dit écoute, ça va être compliqué de bouger avec les Acqua Alta. Je t'emmène dans mon bateau, je te fais rencontrer tous les rameurs que tu veux, les pêcheurs, les machins, enfin. Et donc j'avais ce qu'on appelle un formidable fixeur dans notre métier. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, parce que se balader dans la lagune en bateau, c'est quand même en bateau privé comme ça, c'est quand même génial. C'était passionnant aussi de voir comment on se gare, par exemple, pour aller à un endroit, pour aller rendre visite au monastère de San Francesco del Deserto. Il faut amarrer le bateau. Enfin, on est beaucoup plus conscient de ce qu'est la vraie vie des Vénitiens. C'est-à-dire qu'il y a des voies pour les piétons et puis il y a des voies pour circuler, mais ces voies, elles sont d'eau. Donc, il faut savoir amarrer le bateau, faire une manœuvre. Enfin, voilà, c'est tout un truc. Un créneau, c'est plus compliqué. Voilà. Bon, Paris, c'est pas mal non plus pour les créneaux, mais voilà. Avant qu'on se quitte, je voudrais dire un mot sur un
un reportage à toi, mais hors dossier, mais qui m'avait fait tellement rire à l'époque, et on l'avait publié dans un hors-série. Et d'ailleurs, je précise que les auditeurs pourront le retrouver sur le site geo.fr. C'était un reportage sur les chats à Venise, à la recherche du chat perdu. Oui, et tu me disais hors micro que c'était l'un des reportages les plus dingues de ta carrière. Pourquoi ? Oui. C'est vraiment le reportage, je raconte tel quel. Je ne sais pas si les rédacteurs en chef de Géo doivent entendre ça. Ils n'écoutent pas. Non, en fait, il se passe que donc Géo décide de faire un spécial chat. Faut savoir que j'ai pas du tout une passion spécifique pour les animaux et encore moins pour les chats. Mais bon, voilà. Et puis on m'appelle, on me dit ouais, toi qui connais bien Venise, à Venise il y a des chats. Je dis bah ouais, il y en a plein. Il y a un sujet à faire. Je me souvenais vaguement qu'il y avait même une race de chats qui avait été fabriquée par les Doges pour bouffer en gros les rats qui apportaient la peste, le chat Surian. C'était un mélange de chats syriens et de chats je ne sais plus quoi, enfin bref. Donc je dis oui, il y a un sujet, et puis les chats, je connais les quartiers où il y a plein de petits chats partout, et dans le quart d'heure, on me rappelle, on me dit bon bah banco, on fait le sujet, tu pars à Venise. Moi j'étais fou de joie évidemment. Je pars à Venise assez rapidement, sans trop préparer parce qu'il y avait une urgence, c'était assez urgent comme sujet. Et puis j'arrive à Venise et là aucun chat. Je vais dans les endroits que je connais bien pour être des endroits à chats. Parce qu'il y a des places à l'époque qui étaient vraiment... il y avait même des cabanes pour les chats, enfin des maisons, des petites maisons construites par les habitants. Rien. Et en fait, je me renseigne, et j'aurais dû me renseigner avant, je me rends compte que la municipalité venait de lancer une grande opération de nettoyage et de stérilisation des chats. Parce que tout à coup ça faisait plus assez chic pour les touristes qui arrivaient, parce que ça puait la pisse de chat, enfin voilà. Et parallèlement à ça, en me renseignant, on m'explique qu'il y a un mouvement de résistance dans la population. Et parce que les chats, ça reste très utile à Venise, sinon les rats sont partout. Et sans chat, il y a plus de rats. Et Venise, à l'époque où j'y étais, pour ce sujet, était en train d'être envahie par les rats. Voilà, et peu à peu je découvre un monde interlope. Il faut montrer patte blanche, c'est le cas de le dire, pour pouvoir connecter ce monde de protecteurs des chats dans des cloîtres secrets où je n'étais jamais rentré à Venise, dans notamment les cloîtres de l'hôpital, dans l'hôpital de Venise quand même. Il y a une mamie qui nourrit des kilos et des kilos de viande donnée à des centaines de chats qui grouillent partout. Tout ça avec la bénédiction, je pense, du directeur de l'hôpital. Il y a des îles secrètes à Venise que j'ai découvertes où les gens prennent leur bateau avec des sacs de bouffe et donnent à manger aux chats. Il y a des pensions pour chats chez les mamies. Enfin voilà. Et donc j'ai découvert tout un monde, et c'était vraiment, en fait, ce sujet était vraiment extraordinaire parce qu'il a raconté quelque chose que j'adore chez les Vénitiens, c'est leur singularité. Venise, c'est une ville singulière, du coup les gens sont singuliers, et en plus ce sont des Iliens, c'est une île vraiment Venise, et donc il y a un comportement anthropologique très particulier, propre aux îles dans Venise, et c'est ça que j'ai adoré. Et tu n'es pas encore retourné depuis la crise sanitaire. À quand ton prochain voyage à Venise ? Est-ce qu'il y a encore des expériences que tu rêves de vivre là-bas ? Ah oui, alors à quand ? Dès que possible. Et est-ce qu'il y a des expériences que je n'ai pas encore faites ? Ouais, des milliers, des centaines. C'est une ville totalement inépuisable, ça je peux vous le garantir. Allez-y, retournez-y, et surtout ne faites pas ce que font tous les touristes. En gros, il y a des panneaux à Venise, il est marqué Per Rialto et Per San Marco. Et ben vous prenez l'inverse de la direction, et là vous êtes sûr de découvrir la vraie Venise où il n'y a pas un touriste, même quand c'est des grandes périodes de tourisme, au printemps et en septembre en général c'est bien plein. On peut se balader encore vraiment à Venise, loin de la foule, et puis après il y a un nombre incalculable de petits musées avec des tableaux incroyables, enfin vraiment. Et puis en plus on peut retourner quand même à l'académie, au musée du Palais des Doges, rentrer dans la basilique Saint-Marco, qui est quand même un truc incroyable aussi. Monter à l'étage pour aller voir la vue sur toute la place. Enfin bref, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut faire et refaire. Merci Sébastien de Surmont d'avoir participé au 6e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je fais mon autocritique publique, j'ai beau travailler à Géo et me gargariser de m'appeler Leia Santa Croce, je ne suis jamais allée à Venise. Pendant cette demi-heure, grâce à toi, j'avais l'impression d'y être. Merci.
Je rappelle qu'on peut découvrir tes reportages vénitiens dans le numéro de Géo du mois d'août. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.